nos jours, nous observons de plus en plus la présence des femmes dans les métiers majoritairement masculins. Bien que leurs compétences techniques ne soient pas remises en cause, les stéréotypes féminins construits à travers nos cultures fragilisent les actions qu'elles tentent de poser. Comment certaines arrivent-elles à se faire une place au soleil en tant que femmes dans des fonctions majoritairement masculines? Pour en parler, nous recevons sur ce plateau Dr Fouda Mamadjourab. Il est enseignant-chercheur, sociologue, anthropologue. Docteur, bienvenue. Merci, monsieur Alexis. Dans un passé récent, il est difficile de voir les femmes faire les métiers majoritairement masculins. Qu'est-ce qui explique cela? Et comme vous le dites, dans un passé récent, on n'observe pas les femmes dans certains métiers. Il faut souligner par là qu'il y a eu une mutation sociale, il y a eu une métamorphose mentale, il y a un contact ces derniers temps ou bien ces dernières années entre nos milieux et les autres qui ont pu influencer sur nos sœurs, nos femmes et voire même notre société. Et cela a engendré un déclenchement pour aller au-delà de ce qui était fait par le passé où les femmes pensaient, où tout le monde pensait que tel métier est réservé aux femmes et tel autre est réservé aux hommes. Donc c'est au vu de cette mutation sociale, c'est cette dynamique qui a engendré ces changements. Et de nos jours également, on constate que les femmes n'hésitent pas à fustiger l'injustice dont elles sont victimes et l'on enregistre également de plus en plus leur présence dans des métiers dits masculins. Peut-on affirmer que la révolution des femmes est en marche? Bon, moi je pense qu'on ne peut pas parler de la révolution de la femme directement. On va parler simplement de la révolution de notre société. Okay. Parce que nous ne pouvons pas mettre les femmes en marge comme elles-mêmes elles le pensent. Lorsque on se considère comme une couche entièrement à part et pas comme une couche à part entière de la société, ça fait qu'il y a une stigmatisation de soi. Mais sinon, c'est au vu de la reconstitution de notre société qui exige l'appel de toutes les compétences. C'est vrai, moi je ne veux pas parler directement de la révolution des femmes qui est en marche, mais seulement il y a une prise de conscience. La prise de conscience est due à cette forme d'éducation qui est ouverte à toutes les autres femmes, et également à quelques moyens qui est mis à la disposition des femmes et qui leur permet maintenant d'accéder à une instruction un peu plus élevée. Et il faut voir aussi, il faut associer aussi les moyens technologiques qui contribuent à ce changement ou, comme vous voulez le dire, à cette révolution féminine qui est en marche. Bon nombre d'entre elles, je veux bien parler des femmes, doutent elles-mêmes de leurs compétences. Est-ce que cela ne fragilise pas leur lutte? Les femmes doutent parce que il y a ce qu'on appelle, ce que vous avez souligné à l'introduction, les stéréotypes. Comme l'avait dit Simone de Beauvoir par le passé, une philosophe française, et on n'est pas femme, mais on le devient. C'est à partir de l'architecture de notre éducation que les femmes ne sont pas tellement ancrées dans cette métamorphose mentale. Et puis, on les éduque pour qu'elles deviennent femmes. Ce n'est pas pour qu'elles deviennent citoyennes. Et quand vous voyez nos écoles, par moment, même le balayage, le nettoyage, c'est les filles qu'on désigne. Ça veut dire que notre système éducatif dresse déjà, ou disons, canalise la femme pour qu'elle demeure femme, mais pas pour qu'elle devienne une citoyenne à part entière au même titre que les autres. Tout à fait. D'accord. Mais l'on observe également que l'insertion professionnelle des femmes ou des filles est difficile et beaucoup d'entre elles ne sont pas ambitieuses et craignent de ne pas pouvoir concilier poste de responsabilité, également la vie familiale. Et, quel est votre avis à cet effet? Et vous voyez, ce qui se passe aujourd'hui, c'est d'abord
J'avais parlé tout à l'heure des systèmes éducatifs, mais les chapeaux, c'est le gouvernement du pays qui fait ça. Parce que le gouvernement n'a pas fait l'effort de libérer les femmes. Raison pour laquelle, à un moment donné, vous allez voir quelqu'un qu'on l'a boosté, mais dès lors qu'elle est dépourvue d'une compétence réelle, elle disparaît dès lors que son parrain part. Raison pour laquelle ce qui se passe, par exemple, au plan national, devait être fait à partir d'un programme qui ne devait pas prendre en compte les considérations ni régionales, ni ethniques, ni religieuses, ni raciales. Ça veut dire qu'on doit mettre en exergue le genre, que la personne soit handicapée, que la personne soit un ennemi avec qui on a des problèmes à la maison, ça doit être à l'écart. Du moment où cela n'est pas pris en compte, et que c'est le même nom qui revient au même moment, ça crée une exclusion, une frustration et le non-intéressement des vraies valeurs qui existent au sein de cette société. C'est pour cette raison que la question que vous avez posée devait normalement être traitée au niveau supérieur, de la haute hiérarchie, parce que nous avons en charge le développement de la nation. Mais nous ne pouvons aussi pas faire un développement en excluant la majorité de la population. La majorité, c'est qui? C'est les femmes qui sont majoritaires. Et quand on fait la statistique, on doit trouver de nos jours des femmes suffisamment compétentes. Je ne fais pas leur défense, mais j'ai fait simplement une analyse de la réalité sociale. Tout à fait. Et voilà, pour apporter une modeste contribution à votre réponse, ce que je pense. D'accord. Mais vous dites qu'il y a des femmes compétentes, mais on ne les voit pas très souvent. Mais est-ce que les femmes n'ont pas failli à ce niveau-là? Elles-mêmes, est-ce qu'elles ne peuvent pas mener une lutte pour pouvoir sortir de l'ombre afin de s'affirmer positivement? Les femmes ne doivent pas elles-mêmes mener la lutte. Les femmes sont des personnes à part entière au même titre que l'homme. Nous sommes tous égaux, mais nous sommes seulement différents du point de vue biologique. Tout à fait. Si on laisse la lutte aux femmes, ça veut dire que nous allons droit à notre sous-développement. Nous allons voir à compétences égales, nomination égale, salaire égal. Et il ne faudrait pas voir simplement je dois être d'abord ton proche. Là, ça fustige, ça dévalorise la situation. Les femmes peuvent lutter, mais c'est parce que on ne considère pas la Constitution selon son préambule que les femmes prennent les choses en main. Mais une lutte pour les droits humains, pour l'égalité, ne nécessite pas simplement que la personne elle-même doit le faire, mais c'est aux personnes conscientes, les personnes politiquement conscientes et techniquement compétentes qui doivent réellement voir qui mérite, même si c'est toutes les femmes qui doivent être membres du gouvernement, des femmes seulement, il n'y a pas le problème. Vous suivez souvent certaines chaînes internationales. Quand vous suivez, vous allez penser que c'est une chaîne féminine. Non, c'est parce que ce sont des compétentes. Donc la question est de revenir sur les valeurs nodales de la société. Il faut mettre des hommes qui ont une grande culture de civilité pour ne pas penser que, bon, les femmes... Non, ça ne nous aide pas. Quittez de Gassi jusqu'à Farsha, vous allez voir combien de personnes qui sont au marché. Ça fait partie. Mais lorsque nous évoquons les questions des femmes, nous pensons que c'est de l'administration, de la médecine. Mais allez simplement visiter partout. Vous allez faire la statistique et vous allez constater que ce que les femmes investissent comme ressources, modestes soient-ils, c'est des choses qui doivent normalement interpeller les hautes hiérarchies pour dire que, voilà, nous devons revoir notre vision des choses pour le développement. On s'est intéressé à certaines femmes qui mènent un certain nombre d'activités. On va vous inviter à suivre avec nous l'élément et après quoi on va revenir sur le plateau. Dans un monde marqué par la saturation du marché de l'emploi où les regards sont tournés vers la fonction publique comme seul espoir, deux dames décident d'aller dans le sens contraire. Il s'agit de Madame Toslar Keitolum et de Mariam Denenjigim qui font des petits métiers, une des solutions au problème de chômage des jeunes et bien d'autres.
Ainsi, la première Madame Toslar Keitolum, détentrice d'un atelier d'art plastique depuis 5 ans au quartier Chagua dans le 7e arrondissement de N'Djamena, nous amène à découvrir ce qu'elle fait, à quelle cible et surtout, qu'elle pense devenir. Je suis en train de confectionner un collier avec chaussures. Ça, c'est complet. Je fais bracelet, collier, chaussures. Je sais pas. En tout cas, tout. Ça, c'est incomplet. Chaussures. Avec bandoulière. Ça aussi. Ça, c'est avec les lacets. Et c'est complet avec tout ça. Ben, c'est tout le monde. De la femme de ménage, en passant par le fonctionnaire, et même les artistes ou les enfants. Je le fais pour tout le monde. J'ai réalisé beaucoup de choses. Par exemple, ce que vous voyez. J'ai formé aussi assez de jeunes. Combien? J'ai fait plus de 10-15. Ils sont déjà sur le marché. Il y a d'autres qui sont sur le marché, mais d'autres là, non. La seconde, mécanicienne de son état, gère, quant à elle, un centre de formation professionnelle à Walia dans le 9e arrondissement, ouvert aux jeunes de deux sexes. Elle nous fait la jeunesse de son initiative, ses réalisations et ses ambitions à moyen et long terme. Avant, c'était d'abord une petite entreprise de non-froid et climatisation tropicale. Donc, beaucoup me connaissent au nom de FCT. Et au fur et à mesure, avec l'entreprise Froid, les besoins de formation viennent. Et là, j'ai également, avec l'entreprise, j'ai formé les jeunes mixtes, que ce soit les garçons comme les filles. Et au fur et à mesure que j'évolue, j'ai constaté et remarqué que les filles se sont beaucoup intéressées sur la technique. Et ça m'a permis et poussé à créer une association dénommée Association des femmes techniciennes. Et dans l'association, nous formons également les filles en plomberie, en électricité bâtiment, mécanique auto, énergie solaire, froid, climatisation, froid auto, etc. Au fur et à mesure qu'on évoluait, les gens continuent à amener leurs enfants. Alors, j'ai dit, mais pourquoi pas créer un centre de formation? Parce que là, à travers le lycée technique industriel, c'est vraiment saturé. À travers le CTAP est vraiment saturé. Et il y a bien d'autres centres de formation qui sont là. Mais je reçois des jeunes, mais quand on leur pose des questions, ils ne s'en sortent pas. Alors, j'ai étudié le contexte, j'ai dit, bon, je vais créer un centre de formation dénommé FEMA, c'est-à-dire un centre de formation en froid, électricité, bâtiment, mécanique auto, plomberie. Les jeunes issus respectivement de ces deux centres ne cachent pas leurs impressions quant à la qualité de formation reçue de leurs formatrices. La docteure, nous avons suivi ces éléments. Oui. Quelles sont vos impressions? Il y a des femmes qui ont déjà cassé le mur psychologique qui consiste à penser que les métiers sont réservés uniquement ou exclusivement aux hommes. Et avec l'évolution de nos sociétés, avec les contacts d'autres sociétés, nous allons vers une démystification de ces métiers-là qu'on pensait que c'est les hommes seuls qui peuvent le faire ou qui ont droit de le faire. Voilà des métiers d'art qui sont faits réellement par les femmes, des métiers de froid et climatisation qui est adapté réellement à notre pays même, qui est un pays chaud et qui est tenu par des femmes. En parenthèse, lorsqu'on crée des ministères avec des financements, on donne aux amis, tout ça, voilà, c'est ça, c'est qu'il faut donner. Si on veut le développement, diminuer la frustration et autres, et créer l'emploi,
il y a des gens qui ont créé déjà l'emploi, qui ont créé des centres dans lesquels il faut aller directement investir, les soutenir et leur donner les moyens pour promouvoir davantage ce qui se passe. C'est ça qui fait d'abord le progrès de la société. Et ça donne le courage à ces femmes qu'elles existent et que ce qu'elles font a de la valeur et c'est vu par tout le monde. Voilà, c'est ce que notre système éducatif doit greffer dans nos écoles techniques, sur toute l'étendue du territoire, et peut-être encourager ces femmes à prendre ces responsabilités pour que les autres femmes aient confiance que voilà, des femmes comme elles sont parvenues à gravir les échelles qui étaient réservées par le passé à la gente masculine. Nous allons vous inviter à suivre certains témoignages des filles qui ont appris ces petits métiers-là, qui ont accepté également de se prêter à nos questions. D'accord. Bon, j'ai mis un peu du temps ici, c'est une grande soeur à moi. Donc, à chaque fois, je viens la côtoyer, causer avec elle en même temps. Elle m'apprend ce qu'elle fait. J'ai appris beaucoup de choses ici et grâce à elle, elle nous a beaucoup aidés également ici. Et avec ça, pour nous les filles mères, c'est grâce à ça qu'on survit avec ici. Et puisque on n'a rien à faire, on vient ici, elle nous aide, elle nous apprend à tresser, à tisser les nattes, beaucoup de choses ici. On peut dire qu'il n'y a pas de petit métier, quoi. Donc avec ces choses, les petits trucs, on peut subvenir à notre besoin. Donc pour cela, quoi. Donc il ne faut pas négliger certaines choses que vous faites. Si vous êtes devant quelque chose, il faut maintenir. On ne sait jamais. Parce que tout le monde n'est pas fait pour être dans des bureaux. C'est dans le froid. J'ai appris l'installation du split. J'ai appris le dépannage du congélateur et du clim. J'ai appris comment faire la maintenance du clim. Et j'ai appris comment faire la maintenance du congélateur et frigo. Et installation du courant. J'ai appris beaucoup de choses. On a fait d'abord la théorie. Et maintenant, nous sommes sur les sciences de pratique. Bon, maintenant, je sais faire beaucoup de trucs. Je peux installer l'électricité, simple allumage, double allumage. En dehors de ces éléments qu'on a suivis, nous avons également d'autres préoccupations. C'est beaucoup plus sur le harcèlement sexuel des femmes dans le milieu professionnel. Que dites-vous par rapport à ça? Le harcèlement sexuel, vous savez, d'abord, il est condamné socialement et pénalement. Et c'est dommage qu'on soit responsable et harceler ses collaboratrices. Et qu'on soit responsable et harceler ses collaborateurs. Les gens pensent que quand on parle harcèlement sexuel, c'est l'homme qui harcèle la femme. Il y a aussi la femme qui harcèle l'homme. Et une secrétaire qui a fait beaucoup d'années, une quinzaine, vingtaine d'années, on la remplace sans aucune raison valable et on l'amène quelqu'un qui sait à peine tenir le clavier. Pourquoi? Parce que nous voulons simplement l'utiliser sur autre plan. Normalement, une personne qui est responsable doit faire de la transparence et du respect de la dignité de ses collaboratrices. C'est pourquoi, de ce point de vue, il faudrait frapper très fort. Il n'est pas interdit à une personne de courtiser quelqu'un. Mais vous allez faire ça en dehors du lieu de service. Est-ce que vous avez un mot à l'endroit de ces femmes qui prennent en compte les stéréotypes et qui s'empêchent de faire des activités qu'on appelle majoritairement masculines? Et également, est-ce que vous avez un mot à l'endroit de ceux qui nous suivent ou du gouvernement? Oui, vous savez, et pour les femmes, il faudrait que les femmes sachent que le monde change. Et le monde change très rapidement. Nous sommes en train de changer. Chaque jour, nous changeons. Le fait de rester et penser que ça concerne les hommes, ça concerne les femmes,
le temps est déjà arrivé pour considérer les métiers accessibles à toutes les personnes, que ce soit une femme ou un homme. L'exemple patent, c'est ce qu'on vient de suivre sur le reportage tout à l'heure, des femmes qui forment sur le plan technique des hommes, comme des filles, comme des garçons, qui sont en train d'être formés et qui ont eu de la compétence. Il y a l'artiste créatrice qui a mis à la disposition de ses clients beaucoup d'objets d'art, et dans lesquels, dans cet atelier, il y a des hommes, il y a des femmes. Là, je pense que nous devons casser notre préjugé et aller de l'avant pour nous développer et pour avoir de l'autonomie financière comme de l'autonomie professionnelle. Là, ça concerne les filles. Et à l'endroit, comme vous l'avez bien souligné, à l'endroit du gouvernement, moi je veux que le gouvernement soit un gouvernement responsable, un gouvernement conscient, qui doit penser à son peuple et qui doit aller en profondeur des quartiers, des villages et des hameaux. Lorsqu'on a un programme de développement du gouvernement, ce ne sont pas les agglomérations, les villes et quelques quartiers et quelques personnes. Non. Le gouvernement doit aller dans les tréfonds pour voir qui est dans les besoins. Et le gouvernement doit normalement débroussailler ou dépoussiérer les anciens programmes dont les gens ont déjà fait. Et il faut donner la parole à la population, des populations qui ne savent même pas qu'il y a une structure qui finance des projets. Vous êtes dans un pays dont 80% ne sait ni lire ni écrire, et vous voulez qu'on dépose un projet écrit avant de financer. Mais vous êtes en porte-à-faux avec ce que vous dites. Je ne sais pas lire et écrire. Et vous voulez que je dépose un projet, vous me parlez de business plan. Mais business plan, il faut aller à l'école pour le comprendre. Il faut changer de paradigme. C'est devenu à la mode. Hein. C'est devenu à la mode, tout le monde parle d'entrepreneuriat, etc. C'est devenu quelque chose qui ne prend pas. Depuis un temps, on parle, chacun vient, il parle, tout ça. Même ceux qui n'ont même pas confiance en ce qu'ils disent, ils viennent en parler. Et il faut cesser, que le gouvernement cesse de faire des lobbying autour de certaines choses et d'exclure d'autres. Sinon, ça retombera sur eux et l'histoire les jugera. Cette affaire de il faut d'abord recevoir le projet, ce n'est pas tout le monde qui peut le faire. Tout à fait. Mais il existe que tout le monde qui doit le faire. Quand vous allez voir les femmes qui vendent les poissons, ces femmes-là s'en sortent pas mal. Mais qu'est-ce qui empêche ces structures gouvernementales de venir vers elles et de voir les paradigmes adaptés à des genres de personnes ou à des genres de milieux? Vous allez simplement appeler certaines personnes parce que vous les connaissez. Vous savez, monsieur Alexis, si je les parle ainsi, c'est parce que je voudrais à ce que ceux qui n'ont pas de bouche puissent être entendus. Je vais être la bouche de ceux qui n'ont pas de bouche. Ces femmes, vous allez voir dans les petites filles, les petits garçons, avec leurs brouettes. Mais c'est ça qu'il faut promouvoir. Vous allez promouvoir le projet de quelqu'un qui vient vous voir au bureau avec sa voiture, dont les carburants dépassent déjà le capital de celui qui est en train de marcher toute la journée dans la rue. Mais alors, soyons raisonnables. C'est pourquoi moi je parle du changement de paradigme. Je m'adresse à ceux qui sont allés à l'école et qui ont en charge ce que je suis en train de le dire. Pour que nous tous, nous puissions bénéficier, en tout cas les autres, moi j'en ai pas besoin. Les autres qui sont dans les besoins doivent bénéficier de cette distribution des ressources de l'État qui est mise à la disposition de certains responsables dont nous appelons très humblement qu'ils revoient encore leur manière d'exercer. Voilà ce que je compte dire. Merci beaucoup. Merci d'être passé, docteur. C'est moi qui vous remercie. Et on espère qu'on vous aura une autre fois sur d'autres sujets. Mesdames, Messieurs, ce fut un réel plaisir d'être en votre compagnie. Merci de nous suivre. Restez toujours connectés sur la chaîne nationale.
car le meilleur reste à venir. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro. Ciao, ciao.